On peut considérer que Bibi est loin d'avoir dit son dernier mot. En attendant de sortir justement Yossi Cohen de son chapeau, c'est qu'il annonce que le chef du groupe parlementaire Yariv Levin soit non pas son successeur, mais le dirigeant intérimaire du Likoud. Nous retrouvons comme chaque lundi, fidèle au poste, Richard Darmon pour un survol de l'actualité politique de ces derniers jours. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, on va commencer, Richard, par les rebonds de cette décision finalement de Binyamin Netanyahou de ne pas aller jusqu'au bout de cette démarche d'accord de plaidoyer dont on a parlé ces 2 dernières semaines. Alors déjà au Likoud, certains aiguisaient, on va dire, leur glaive pour envisager une succession, une course à la succession de Binyamin Netanyahou. Elle est suspendue de cette course à la succession de l'ancien Premier ministre? Ben oui, on va essayer de voir pourquoi. C'est ce refus de Netanyahou assez spectaculaire de ne pas donner suite, en tout cas pour l'instant, un accord juridique avec le parquet dans 3 des affaires de son procès, a suspendu la guerre de succession et la campagne qui avait déjà commencé sur les chapeaux de roue il y a à peu près 2 semaines, lorsque les médias avaient dit que des pourparlers étaient en cours entre ses avocats et les juristes du parquet. Et en fait, la principale raison de ce refus de Netanyahou, c'est, je dirais, sa hantise de se retirer de la vie politique, ce qu'il a fait savoir dans un clip assez incendiaire en milieu de semaine dernière. On sait combien l'ex-premier ministre aime le pouvoir et surtout ne va pas lâcher le morceau si facilement, d'autant qu'il est maintenant un chef de l'opposition. Et voilà ce qu'a dit Netanyahou, c'est quand même assez exemplaire parce que ce clip a fait beaucoup parler de lui. Il a dit ceci: lors des derniers jours, de fausses informations ont été publiées dans les médias à propos de certaines clauses auxquelles j'aurais donné mon accord, comme mon retrait de la vie politique, ce qu'on appelle en hébreu le kalon, un retrait provisoire depuis plusieurs années, 7 ans ou même 14 ans. C'était d'ailleurs sur Facebook qu'il a fait ce clip, et il a ajouté ce qui est quand même la phrase clé: je ne suis pas du tout en train de me retirer de la vie politique. Et il a dit ceci: je continuerai de diriger le Likoud et le camp national dans l'intérêt de l'État d'Israël et pour revenir au pouvoir. Fin de citation. Alors, comme vous le disiez, dès que cette vidéo a fait sensation, les rivaux, enfin pas les rivaux, mais les candidats qui s'étaient mis en lice il y a 15 jours, ont tout de suite rabaissé leur caquet, si je puis dire. C'était assez surprenant. Depuis Nir Barkat, le favori, en cas de retrait de Netanyahou, jusqu'à Israël Katz et Miri Regev. Tsachi Hanegbi n'est pas candidat, mais c'est une figure importante du Likoud. Ces quatre personnes ont tout de suite plaidé allégeance, on peut dire, à Bibi, en disant que tant qu'il ne déciderait pas de se retirer, eux, ils se présenteraient pas. Il y aurait pas d'élection à la tête du Likoud. Le seul qui a hissé un drapeau de défi, et c'est pas surprenant. Et d'ailleurs, c'est le candidat l'un des moins bien placés, avec je crois 4 à 5% des estimations de vote. C'est Yuli Edelstein qui, lui, a à nouveau proposé, comme il l'avait fait il y a quelques mois, que des élections primaires soient organisées au Likoud d'ici la fin 2022. Alors, on pourrait dire, Daniel, qu'il y a 3 causes assez intéressantes pour aller vite à ce refus de Bibi, parce que Bibi, c'est un grand stratège. Dans les meilleurs moments, on l'appelait le magicien, mais il reste un grand manipulateur et un grand stratège de la chose politique israélienne. Alors, il y aurait 3 causes qui l'auraient poussé à prendre cette décision. D'abord, faire monter les enchères entre ses avocats et les juristes du parquet à son avantage, en pinaillant, en discutant sur cette clause qui nous paraît indigeste de retrait de la vie politique. Bon, on a dit pourquoi, parce qu'il est psychologiquement complètement il adhère, si vous voulez, complètement à la nécessité de rester au pouvoir. Il supporte très mal d'ailleurs d'être le chef de l'opposition depuis 7 mois. Et puis deuxièmement, quelque chose de plus subtil, c'est gagner du temps
pour pouvoir peut-être abattre d'ici quelque temps une carte de joker sur sa succession, en désignant par exemple, peut-être, certaines rumeurs en ont fait état, l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, qui veut rentrer en politique, est une nouvelle figure et qui serait peut-être le joker, le dauphin sorti, n'est-ce pas, du chapeau noir de magicien de Bibi pour assurer sa succession. Et en fait, on peut considérer que Bibi est loin d'avoir dit son dernier mot. Bon, c'est vrai que Mandelblit se retire aujourd'hui, il va être remplacé dans les jours qui viennent par un nouveau conseiller juridique, enfin en tout cas chef du parquet, qui va continuer à mener cette affaire. Mais il n'est pas exclu que justement Bibi avance une autre manœuvre, parce que ça m'amène à mon troisième point, la troisième cause de ce tournant qui était en fait très préparé. C'était pas un coup de théâtre comme ça. Ça a été un coup de théâtre, mais c'est pour lui, c'était pas un coup de théâtre. C'est en fait l'hypothèse qu'en attendant de sortir justement Yossi Cohen de son chapeau, c'est qu'il avance dans les mois qui viennent, et selon l'endroit où sera arrivé les points où seront arrivés la négociation avec le parquet, qui va reprendre sûrement, c'est qu'il annonce que le chef du groupe parlementaire Yariv Levin soit non pas son successeur, mais le dirigeant intérimaire du Likoud en attendant qu'il y ait vraiment peut-être des primaires, en tout cas, en attendant peut-être de désigner Yossi Cohen. Donc, vous voyez, en fait, en ce qui concerne la négociation entre Israël et l'Iran, on dit toujours que Israël, en tout cas les grandes puissances plutôt, et l'Iran, on dit toujours que les Iraniens ont 3 coups d'avance au niveau de cette partie d'échec internationale. Je crois que Binyamin Netanyahou, lui aussi, par rapport à tout ce qu'a dit la presse et par rapport au milieu juridique, au milieu de la justice, qui ne se laisse pas faire, mais en tout cas, il a sans doute 2-3 longueurs d'avance. On n'a pas fini d'être surpris par ces coups de dessous la table. Alors, on va évoquer un autre dossier totalement différent, puisqu'on va se pencher sur l'anniversaire, le 10e anniversaire de la création du parti Yesh Atid, le parti centriste de Yair Lapid. Alors, est-ce que, Richard, à votre avis, on peut dire que, contrairement à d'autres tentatives de formation centriste qui ont échoué lamentablement, Lapid a réussi donc un tour de passe-passe pour instaurer dans l'échiquier politique israélien un véritable centre? Écoutez, c'est ce que plusieurs analyses ont conclu ces derniers jours, puisque le parti Yesh Atid a fêté ses 10 ans il y a quelques jours à Tel Aviv, avec un gâteau sur lequel était écrit le chiffre 10, comme un véritable anniversaire, comme ça se fait en Israël. Et en fait, comme vous le dites, c'est d'abord un succès, qu'on soit d'accord ou non et qu'on apprécie ou non ce que représente Yesh Atid, parti centriste laïque. En fait, c'est un succès au niveau de la durée d'abord. Comme vous le disiez, toutes les tentatives précédentes de partis centristes, que ce soit dans les années 70, Daesh, la troisième voie, ensuite la voie du parti centriste, de Kadima, qui était aussi le parti de Sharon, qui a échoué, Shinouï, le parti aussi créé par le père de Yair, eh bien lui aussi, toutes ces tentatives ont échoué, ont été broyées par la bipolarisation de la vie politique. Or, comme cette bipolarisation a éclaté pour différentes causes politiques et sociologiques, en fait, le Yesh Atid a réussi à prendre sur l'électorat. Puis la deuxième cause de ce succès, c'est le fait que Yair Lapid a mis l'accent dès le départ, en lançant son parti en fait sur Facebook et sur Internet, c'est parti de rien. Eh bien, il a mis l'accent en homme de médias qu'il était assez, je dirais, conséquent, sur les structures, le montage de structures régionales, de sections de villes aux 4 coins d'Israël, et il a drainé l'électorat qui était sur Internet, si je puis dire, ou sur Facebook. Il les a organisés, sans d'ailleurs devoir recourir à des élections internes pendant 10 ans, pour quand même le faire, c'est-à-dire que c'était lui le chef naturel, mais d'une certaine manière, ça a préservé la phase de construction de son parti, et le bilan, ça a marché en fait pour plusieurs raisons. D'abord, c'est dû à la personnalité de Yair Lapid
encore une fois, qu'on l'apprécie ou non, mais il a un caractère tenace, il a un caractère qui va droit à l'essentiel, qui délivre des messages bien cadrés, comme le font certaines fois les moins mauvais journalistes. Et puis, encore une fois, il a concentré son énergie sur, si vous voulez, sur une assise régionale et municipale qui est quand même assez important. D'ailleurs, quand Yesh Atid, après que lui-même Lapid ait été le ministre des Finances assez peu à succès de Netanyahou, dans l'un des gouvernements de Netanyahou, il est reparti dans l'opposition et il a bien résisté dans l'opposition. Il s'est pas justement dissous. Il y a eu quelques frondes de gens qui ont contesté le manque de démocratie à l'intérieur de Yesh Atid, mais il a bien tenu le coup et surtout il a réussi aussi lors des deux derniers scrutins à avancer un programme économique et sociétaire je dirais cohérent, de parti laïque, centriste, finalement très impliqué, très reconnu dans certains secteurs de l'électorat israélien, et c'est vraiment, de ce point de vue-là, par rapport aux antécédents, c'est vraiment une réussite. Alors, troisième sujet que nous allons aborder avec vous, on ne vous voit pas à l'image, mais on vous entend, c'est déjà ça. Nous allons parler d'une enquête d'opinion sur la confiance que les Israéliens ont ou n'ont pas envers leurs principales institutions. Qu'est-ce que vous en avez déduit de cette enquête ? Eh bien, écoutez, c'est que cette défiance que les Israéliens de toute tendance, de toute appartenance dans tous les secteurs de la société israélienne ont depuis de nombreuses années par rapport notamment à la classe politique et certaines institutions s'est accentuée, puisque un sondage qu'on avait déjà cité sur d'autres catégories de ces résultats menés 2 fois par an par ce qu'on appelle l'index d'Israël, qui est mené par l'Institut de la démocratie à l'université de Tel Aviv, a établi par exemple que 42% des juifs israéliens pensent qu'il devrait y avoir que les juifs dans cet État devraient avoir plus de droits que les non-juifs. C'est quand même pas mal. C'était le même, donc 42% en 2022 au lieu de 27% seulement en 2018. Évidemment, si on analyse ce résultat de 42% selon l'appartenance politique, à droite, 57% pensent ainsi, au centre, 28,5% et à gauche, 5%. Autre chiffre intéressant, c'est que 52%, donc une majorité d'Israéliens, estiment que l'appartenance politique des responsables de l'État détermine trop leur attitude à l'égard donc du système judiciaire. C'est-à-dire 63% à droite pensent ainsi, 39% au centre et 29% à gauche. Et enfin, dernière série de chiffres qui est quand même très intéressante, c'est 57% des citoyens, donc presque 60%, pensent que la Cour suprême a trop de pouvoir. Alors ce chiffre monte à 76% chez les orthodoxes et à 70% chez les sionistes religieux. Enfin, la confiance des Israéliens dans les différentes institutions du pays eh bien, illustre justement cette crise de la démocratie israélienne. 41% ont confiance seulement dans la Cour suprême, 33,5% seulement dans la police, 25% dans les médias, alors que ce chiffre était à 32% en 2020, 10% seulement dans les partis politiques, 21% dans la Knesset et 27% au niveau du gouvernement, ce qui est quand même mieux que les 25% d'il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, il ressort de tout cela. Le président Herzog a reçu le résultat de ce sondage, a fait des commentaires que la démocratie israélienne était quand même en crise et qu'il fallait renforcer, il fallait que les institutions, et notamment la Knesset, et pas tant le monde juridique et la Cour suprême, mais la Knesset et les partis politiques, qui ont pris beaucoup pour leur grade dans ce sondage, eh bien, procèdent à des réformes et se présentent autrement vis-à-vis des électeurs.